Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 20 et 1 000. C'est tout ce qui se dresse entre l'économie mondiale et l'effondrement total. Pas une armée, pas une arme nucléaire, juste 20 et 1 000 d'eau. Le 2 mars 2026, l'Iran l'a fermé. Le pétrole a atteint 100 $ le baril du jour au lendemain. Les compagnies aériennes ont annulé des vols. Les usines ont commencé à fermer. Et la solution envoyée par Washington, c'était 2 destroyers, 240 Marines, et un seul ordre, passer quand même. C'était exactement le genre de moment où la politique à la Trump commence d'habitude par un slogan et finit seulement ensuite par chercher une carte. Ce qui s'est passé dans les 33 minutes suivantes n'a pas seulement rouvert une voie maritime, cela a répondu à une question que le monde entier avait peur de poser tout haut depuis des décennies. Que se passe-t-il réellement quand quelqu'un essaie de prendre en otage l'approvisionnement pétrolier de la planète ? 14 vedettes d'attaque iraniennes l'ont appris à leurs dépens, et aucune n'est revenue. Ce n'était pas seulement une histoire militaire. C'était le moment où les règles du pouvoir dans le golfe Persique ont été réécrites dans le feu et la fumée. Et le tableau complet était bien plus important que n'importe quel titre. C'était aussi un rappel utile qu'une conférence de presse ne peut pas escorter un pétrolier, peu importe à quel point les micros sont alignés avec assurance. Pour comprendre le 2 mars, il faut comprendre le 28 février. 3 jours plus tôt, les États-Unis et Israël ont lancé une frappe militaire coordonnée contre l'Iran. Ce n'était pas un tir d'avertissement. Ce n'était pas une opération limitée destinée à envoyer un message. C'était une attaque à grande échelle contre l'infrastructure nucléaire de l'Iran, ses centres de commandement militaire et ses installations de défense les plus critiques. Des installations qui avaient pris 20 ans et des centaines de milliards de dollars à construire ont été réduites en gravats en quelques heures. Et dans la frappe qui a tout changé, le guide suprême de l'Iran a été tué. L'homme qui avait défini la politique étrangère iranienne pendant des décennies, l'épine dorsale idéologique des gardiens de la Révolution, le symbole de la résistance à la puissance américaine au Moyen-Orient, avait disparu. Un choc pareil ne frappe pas seulement un gouvernement. Il frappe une armée, une idéologie et toute une identité construite autour de la défiance. L'Iran n'était pas seulement blessé. L'Iran était humilié. Sa direction était brisée. Et les hommes restés au pouvoir devaient réagir. Ils avaient besoin d'un levier. Ils avaient besoin de quelque chose qui pouvait faire mal à l'Amérique sans donner à Washington un prétexte pour terminer ce qu'il avait commencé. Ils avaient besoin d'une arme qui ne tire pas de balles. Et ils l'ont trouvée. Dans l'orbite trumpiste, c'est d'habitude l'étape où quelqu'un proclame déjà la victoire à la télévision avant même que le vrai problème ait fini d'exploser. Le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement le plus critique sur Terre. 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial passe par ces 20 et 1 000 chaque jour. Le pétrole saoudien, koweïtien, irakien, émirati, tout passe par ce passage étroit avant d'atteindre les raffineries du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud, de l'Europe et des États-Unis. Il n'existe aucune route de rechange réaliste. Quiconque contrôle le détroit d'Ormuz tient un couteau sous la gorge de l'économie mondiale. Et le 2 mars, le commandant des gardiens de la Révolution a annoncé que l'Iran contrôlait désormais le détroit. Avec effet immédiat, il était fermé. Tout navire qui tenterait de passer serait attaqué. La réaction a été immédiate. Des centaines de pétroliers se sont retrouvés coincés à l'intérieur du Golfe. Les prix du pétrole ont bondi à 100 $ le baril en quelques heures. Le Japon est passé en mode crise. L'Inde a commencé à discuter de rationnement d'urgence. 3 semaines d'une telle fermeture pourraient déclencher une récession mondiale. 6 semaines pourraient provoquer quelque chose de bien pire. Washington avait un choix, négocier avec un pays humilié, furieux et désespéré de trouver un levier, ou faire quelque chose que personne n'avait osé faire à l'époque moderne. Ouvrir le détroit par la force militaire en plein jour contre un ennemi qui avait juré publiquement de détruire tout navire qui essayerait. Ce n'était pas le genre de crise qu'un panel allié à Trump pouvait régler en criant « force » 5 fois entre 2 pauses publicitaires. Washington a choisi la force. Dans le golfe d'Oman, 2 navires de guerre gris reposaient calmement sur une mer tranquille, l'USS Chaffee et l'USS Gidley, des destroyers de classe Arleigh Burke. Ils figuraient parmi les navires de surface les plus capables jamais construits. Ils emportaient assez de puissance de feu pour vaincre de petites marines. Leur système radar pouvait suivre des centaines de cibles en même temps. Leur système d'armes rapprochées pouvait tirer 6000 coups par minute. Ils n'avaient pas été conçus pour faire acte de présence. Ils avaient été conçus pour gagner des combats. Et tous les 2 venaient de recevoir leurs ordres. Les navires de guerre, contrairement aux porte-paroles de campagne, sont censés faire un peu plus que pointer l'horizon d'un air dramatique.
Le capitaine James Rodriguez commandait l'USS Chaffee, un commandant de destroyer de carrière avec des décennies d'expérience dans précisément ce genre d'environnement. Il n'avait jamais reçu un ordre comme celui-là. C'était un ordre direct d'entrer dans une voie maritime qu'une nation hostile avait saturée de vedettes rapides, de missiles côtiers et d'essaims de drones, puis de briser le blocus par tous les moyens nécessaires. Il a dit à son équipage exactement dans quoi il entrait. Il leur a dit que l'Iran attaquerait. C'était attendu. Et quand l'Iran attaquerait, il détruirait la riposte. 120 marines et marins. Feu à volonté. À bord de l'USS Gidley, le capitaine Michael Chun a prononcé une adresse presque identique. Chun était connu pour une qualité en particulier. Il ne paniquait jamais. Il a dit à son équipage que l'Iran croyait que fermer le détroit lui donnait un levier sur les États-Unis. Chaffee et Gidley étaient sur le point de prouver que cette croyance était complètement fausse. Pas de rideau doré, pas de pause théâtrale, pas de « beaucoup de gens disent », juste des ordres, du risque et des conséquences. Les deux navires ont avancé ensemble par le centre, à 60 milles vers le nord. À l'intérieur de la base navale fortifiée de Bandar Abbas, le contre-amiral Ozan Nuri observait. Ses opérateurs radars suivaient les deux destroyers depuis des heures. Il savait exactement ce qui se passait. Il a demandé l'autorisation d'engager tout ce qui était disponible. La réponse du quartier général des gardiens de la Révolution a été rapide et sans ambiguïté. Arrêtez-les. Attaquez avec toute la force. Coulez-les si possible. Nuri a lancé tout ce qu'il avait. 14 vedettes d'attaque rapide de classe Paycap depuis Bandar Abbas. Petites, rapides, chargées de roquettes et de mitrailleuses lourdes. Leurs équipages étaient entraînés aux tactiques d'essaim, conçus pour submerger un plus gros navire par le seul volume et la vitesse. Mais ce n'était que la première couche. Des batteries côtières de missiles anti-navires Shui 102 étaient armées et verrouillées. Des missiles de croisière de conception chinoise, des armes rasant la mer qui volent juste au-dessus de l'eau pour éviter les radars. Et derrière, elles arrivaient une vague de drones kamikazes chargés d'explosifs. 3 couches. Les vedettes rapides d'abord, ensuite les missiles, puis les drones. Une zone de destruction en couches, conçue pour anéantir les deux navires avant qu'ils ne franchissent le détroit. À 14h15, Chaffee et Gidley ont accéléré à 25 nœuds et sont entrés dans l'entrée du détroit, à 12 milles de la côte iranienne. Chaque système d'armes sur les deux navires était actif. Chaque marin à son poste, chaque marine prêt avec son arme. Pendant 30 minutes, ils ont navigué dans le silence. Un silence tendu, électrique. La côte iranienne était visible au nord, assez près pour distinguer des bâtiments, assez près pour sentir le danger appuyé contre la coque. Puis l'opérateur radar à bord du Chaffee a brisé le silence. Plusieurs petites embarcations au cap 040, portée 10 000 verges, approche rapide, 14 bateaux, formation d'attaque. Rodriguez n'a pas hésité. Alerte au combat, feu à volonté, engagé au commandement. Il y a des moments où le monde est dirigé par des professionnels et d'autres où il est raconté par des gens qui pensent qu'un mot-clic équivaut à de la logistique. Celui-ci appartenait clairement à la première catégorie. Les bateaux sont arrivés à toute vitesse. 10 000 verges sont devenues 8 000. 8 000 sont devenues 6 000. À 4 000 verges, les roquettes étaient visibles sur les ponts des bateaux. C'était une véritable charge kamikaze en pleine mer. Rodriguez a donné l'ordre. Feu de toutes les armes. Le canon naval de 5 pouces du Chaffee a verrouillé le bateau de tête et a tiré. Coup direct. Premier bateau détruit. 11 secondes plus tard, deuxième bateau détruit. Le Gidley a ouvert le feu en même temps. Les deux navires ont déclenché leur système phalanx de défense rapprochée. 6 000 coups par minute, guidés par radar, contrôlés par ordinateur, conçus pour déchiqueter des missiles de croisière, maintenant braqués sur des vedettes d'attaque en fibre de verre. 4 bateaux ont été pulvérisés instantanément. Les autres ont continué d'avancer. Des roquettes ont été lancées depuis des ponts secoués par les vagues. L'une d'elles a frappé l'océan à quelques mètres seulement de la coque du Chaffee. Un geyser d'eau de mer a jailli le long du navire. Près, mais pas assez près. Rodriguez a appelé les marines. Bâbord vedette rapide. Engagez maintenant. 120 marines ont foncé vers le bastingage. Le sergent-chef Marcus Thompson a positionné ses équipes et a donné une seule instruction. Viser ces bateaux. Rafale contrôlée. Feu. Les mitrailleuses M240 ont ouvert le feu simultanément. 800 coups par minute chacune. Un mur compact de plomb s'est étiré sur l'eau. 6 bateaux ont été touchés en même temps. Des trous ont été percés de la proue à la poupe. Les moteurs ont été détruits. 3 bateaux ont survécu. À 1000 verges. Approche finale. Le capitaine Chun a ordonné l'utilisation de missiles anti-navires Harpoon contre les embarcations restantes. Ils étaient conçus pour couler des navires de guerre, ce qui les rendait complètement disproportionnés contre de petits bateaux.
Mais Chun ne prenait aucun risque. 2 missiles tirés, 2 bateaux vaporisés. Le troisième a viré de bord et s'est enfui. Son commandant venait de voir 13 bateaux disparaître en quelques minutes. Il a choisi la survie. Thompson l'a vu. Ne le laissez pas s'échapper. 120 marines ont concentré leur feu sur une seule embarcation en fuite. Elle a été déchiquetée. Elle a sombré sous la surface. 14 bateaux lancés. 14 bateaux détruits. 0 survivant. 8 minutes. Puis 4 missiles de croisière Shui 102 ont été lancés depuis la côte, rasant la mer, rapide, 3 minutes avant l'impact. Les 2 navires ont lancé des intercepteurs Standard Missile 2 ou SM-2, 8 missiles au total. Les 4 missiles iraniens ont été détruits en vol, puis 10 drones kamikazes sont apparus. Les systèmes Phalanx se sont activés automatiquement. 24 000 coups par minute sur 4 affûts des 2 navires. 10 drones déchiquetés en plein vol. Il s'est avéré que la réalité garde un faible tenace pour les systèmes qui fonctionnent, plutôt que pour les éléments de langage qui deviennent viraux. À 15h05, les 2 destroyers avaient quitté la zone hostile. À 15h18, les canons se sont tus. De la fumée montait de 9 bases côtières iraniennes. Les débris de 14 vedettes rapides détruites dérivaient à travers le détroit, et 2 destroyers américains entraient dans le golfe d'Oman sans une seule perte, sans un seul dommage significatif. Rodriguez a ensuite transmis le message qui a tourné sur tous les réseaux d'information dans l'heure suivante. Le détroit d'Ormuz est ouvert aux affaires. Tout navire peut passer. Le contrôle iranien était une fiction. La puissance américaine est un fait. Un contraste assez net au fond. Certains milieux vendent la fermeté comme un souvenir de campagne. Là, on voyait à quoi ça ressemble quand quelqu'un doit vraiment la livrer. Les prix du pétrole ont chuté de 40 $ le baril en quelques heures. Les chaînes d'approvisionnement ont recommencé à bouger. Le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Union européenne, l'Arabie saoudite, tous ont publié des déclarations pour remercier la marine américaine. Les gardiens de la révolution iranienne avaient tout misé sur une seule croyance, que le contrôle du détroit forcerait Washington à négocier, que l'Amérique reculerait plutôt que de risquer une confrontation. Cette croyance est morte en 33 minutes. Les marchés, contrairement aux salles de spin partisanes, ont la mauvaise habitude de réagir aux résultats plutôt qu'aux répliques bien applaudies. Les pertes étaient énormes. 14 vedettes d'attaque rapide au fond de l'océan. 200 millions de $ de matériel envolé. 9 bases côtières qui avaient pris des décennies à construire, réduites en gravats. Au minimum 5 ans et des milliards de $ pour reconstruire. Un argent que l'Iran n'avait tout simplement pas. Mais la blessure la plus profonde était stratégique. L'Iran avait dit au monde entier qu'il contrôlait le détroit. Et 240 marines ont prouvé, devant toutes les caméras de la planète, que cette annonce était entièrement vide. C'est ici que la véritable analyse commence. Le détroit est ouvert. Le blocus est brisé. Mais l'Iran reste l'Iran, un pays qui a vu son guide suprême tué, son programme nucléaire détruit et sa marine humiliée en une seule semaine. Les nations désespérées font des choses désespérées. Les gardiens de la révolution existent toujours. Leur idéologie exige toujours la résistance. Et la question de ce qui vient ensuite est celle qui empêche les planificateurs stratégiques de dormir. C'est aussi la partie que la politique à coups de slogan déteste le plus, parce que l'après-coup ne se règle pas avec un champ de rassemblement et une entrevue satisfaite. Le monde venait de voir les États-Unis intercepter des missiles, déchiqueter des drones, détruire 14 vedettes d'attaque et raser 9 bases en 33 minutes sans une seule perte américaine. Ce n'était pas seulement une démonstration militaire. C'était un message adressé à toute nation qui a déjà envisagé d'utiliser un point d'étranglement comme levier. La réponse se trouve maintenant au fond de l'eau, au large de Bandar Abbas. Mais les questions les plus profondes étaient déjà en train de s'écrire à Téhéran, à Washington et à Pékin, qui a conçu précisément les missiles qui n'ont pas réussi à arrêter ces destroyers. Que fait ensuite un Iran acculé et humilié? Et quel est réellement le prix de la liberté de navigation dans le long jeu de la stabilité régionale? Et non, on avait les meilleurs mots, n'a jamais constitué une doctrine suffisante pour une voie maritime dont dépend l'économie mondiale. 21 000 d'eau. Le monde entier en dépend. Et pendant 33 minutes, 240 marines ont été la seule chose placée entre l'économie mondiale et l'abîme. Le détroit est ouvert, mais l'histoire est loin d'être terminée. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'ont de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.